Et c'est parti. Et ben voilà. C'est parti, mais bon. Eh ben, on va quand même introduire cette soirée, Voilà. même si on ne présente plus Bernard Grosjean. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette troisième réunion du réseau des intervenants et intervenantes en théâtre éducation. Donc association dont vous avez absolument comment dire, Le triumvirat. le triumvirat, président, trésorier, secrétaire. Ah ouais, bien sûr. Voilà. C'est à moi que vous devez faire un chèque. Exactement. Attends, moi je suis secrétaire. Oui. Ah, Ouais, moi, je suis trésorier. J'avais compris. Oui, oui. C'est présidente, trésorier, secrétaire. Tu Voilà. baisses un peu ton faute de dire. Voilà, donc c'est une association qu'on a fondée l'année dernière pour vraiment structurer le réseau des intervenants, à la fois les anciens et les anciennes étudiantes de licence pro, mais également tout intervenant qui souhaiterait être en réseau et pouvoir à la fois partager ses rencontres du rite autour de sujets spécifiques au théâtre éducation, les journées d'études, et puis structurer ce réseau autour d'un site internet qui est on va dire, en voie de développement et donc qui a à la fois un site internet ressources sur lequel on commence à avoir des bibliographies, on aura également des articles théoriques, des cas d'études pratiques et un annuaire également des adhérents. Et l'idée, c'est que si des personnes recherchent des stagiaires, si des personnes recherchent des remplaçants, si des personnes ont des offres aussi de travail, ça puisse circuler de cette manière-là. Donc plus on sera nombreux, mieux ce sera. Mais plus vous en parlerez autour de vous et plus vous adhérez aussi, mieux ce sera. Oui. C'est surtout ça. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Voilà, c'est vraiment Voilà. l'année de lancement. Ça ne fait que continuer. Que plutôt. continuer, Ouais, voilà. ouais. Et puis aussi pour recruter de nouveaux étudiants de la licence pro. Voilà. Voilà, pour étudier. Oui, effectivement, la campagne d'inscription est lancée, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et donc aujourd'hui, il y a quelques années, il y a à peine 2 ans, c'était toi Bernard qui recevais Eh oui. lors de ces rendez-vous de Gaston Batti. Aujourd'hui, Marco et moi prenons la relève pour organiser en partenariat avec la Théâtrothèque Gaston Batti, donc Céline Hersan qui n'est pas là, qui a pris des congés bien mérités, mais qui est avec nous en pensée. Ouais. Et donc en partenariat avec la Théâtrothèque et l'association des amis de la Théâtrothèque Gaston Batti, voilà, on poursuit ces rendez-vous. Et là, donc Bernard, tu viens nous parler de ta prochaine publication. Oui. Que tu n'as pas encore sous la main, puisque c'est déceptif. Ouais. Ce sera a priori en juin. Oui. Voilà. Oui. A priori, voilà. Ou pour la rentrée littéraire. Voilà, mais j'ai peur d'être un peu noyé dans la rentrée littéraire. Bon, ben, merci beaucoup Marco, merci beaucoup Armel de l'invitation. Et ce que je veux dire, quand je dis ça ne fait que continuer, parce que finalement, ces rendez-vous qu'on a mis en place avec la licence pro depuis un bon nombre d'années, avec Marco, et puis avec beaucoup de gens qui sont passés par là, n'est que la suite de quelque chose qui existait déjà dans les années 1980, l'Institut théâtral, et qui s'appelait le groupe Jeux dramatiques et pédagogie. Et dans ce groupe de Jeux dramatiques et pédagogie, il y avait un garçon qui s'appelait Jean-Gabriel Carasso, et il est là ce soir, il s'appelle toujours Jean-Gabriel Carasso. Il n'a pas changé. Voilà, il est là. Il est là, hein, voilà. Et on était avec Richard Monod, Jean-Pierre Ringard, Gisèle Barré, etc. Et voilà. Et comme j'avais beaucoup appris dans ce groupe, j'ai tenu beaucoup, enfin, quand j'ai continué à Paris 3, à entretenir ce groupe-là. Bien. Alors, évidemment, ce soir, donc merci à vous d'être là. Et puis, bon, évidemment, c'est une soirée forcément décevante. Parce que, alors, au moins 2 titres, parce que vous avez parlé d'un livre qui n'est encore pas là et qu'on n'a pas entre les mains, c'est un peu bizarre, parce que c'est un peu... Mais je sais qu'il existe. Et c'est pas de ma faute s'il n'est pas là ce soir. En plus, je peux avoir un mot, parce que c'est l'éditrice Sophie Hubert qui d'ITAC, donc l'association de théâtre éducation en Belgique avec laquelle je travaille, qui va méditer et qui sera, je pense que le livre sera distribué par Lanzmann. Et mais Sophie Hubert a pris du retard pour renvoyer le manuscrit qui arrivait à l'heure au graphiste. Mais elle a une bonne excuse. Mais elle s'en expliquera. J'en profite pour faire de la pub.
pour la journée d'études du 3 juin, puisqu'elle est invitée pour venir parler notamment de la scène aux ados, dans le cadre de la journée d'études sur les écritures contemporaines pour la jeunesse. Exactement. Voilà, donc on lui demandera un certificat, voilà. Et puis en plus, elle était plongée dans un accord de subventionnement de l'association. En Belgique, le gouvernement belge est toujours en avance sur le gouvernement français, qui est toujours très en retard, etc., puisque le gouvernement belge soutient le théâtre éducation en Belgique et a donné un accord de conventionnement de 5 ans pour le développement du théâtre éducation, alors qu'en France, il n'y a plus d'argent en ce moment. En ce moment, j'ai dit, voilà, bon, voilà. Alors, bon, la deuxième déception de la soirée, c'est que j'ai le regret de vous annoncer que, contrairement à des rumeurs qui ont couru, il n'y a pas de méthode Grosjean. J'ai pas entendu, il y a une méthode Grosjean, mais il n'y a pas tout à fait une méthode. Il n'y a pas tout à fait une méthode Grosjean. Et j'ai placé en exergue du livre. Bon. Tu vas nous mettre en difficulté toute la pédagogie de la licence. Oui, ben c'est ça, oui. Donc voilà, j'ai mis en exergue du livre, dont je donnerai le titre dans un instant, une citation de Peter Brook qui dit que dans le théâtre, c'est l'ennui. Tu as participé. Hein? Le diable. Le diable, c'est l'ennui, pardon, je commence bien. Et il dit « Je serais contre tous les principes que j'essaye d'exprimer si je devenais dogmatique là-dessus. » Voilà, j'ai mis ça en exergue, parce que voilà, il y a des principes, et en fait, donc il n'y a pas de méthode, mais il y a des points de repère. C'est des points de repère, que j'ai essayé de rassembler, et c'est des points de repère que j'ai accumulés au fil des expériences et des projets, dont celui notamment du collège Molière à Beaufort-en-Vallée, où j'ai travaillé avec M. Jean Bonnet, qui est ici, professeur de collège, et j'ai travaillé avec, pendant près de 20 ans, avec des classes entières. Alors, avec d'élèves non volontaires. D'élèves non volontaires, ce qui ne veut pas dire pour autant que le théâtre était obligatoire, comme quelqu'un l'a dit récemment, mais on a toujours fait en sorte de nous adresser à tous les élèves et de faire en sorte qu'une activité qui leur était imposée devenait une activité librement consentie. C'était ça le gros enjeu pour les amener à la fin. Et donc, évidemment, dans tous ces trajets-là, les élèves, j'en ai beaucoup appris, et les élèves nous ont beaucoup appris à mettre au point différentes méthodes qu'on avait travaillées par ailleurs. Alors, le livre s'appelle « Atelier théâtre, chemin de traverse », parce que, en fait, j'ai organisé le livre en 2 parties. La première partie, elle s'appelle l'atelier théâtre dans son unité, où j'essaye je vais en parler dans un instant, mais de clarifier un certain nombre de points de repère, comme dénominateur commun possible des ateliers. Et puis il y a une deuxième partie qui s'appelle les ateliers théâtre dans leur diversité. Et donc j'ai voulu faire un livre. Alors, c'est un livre qui rend compte en partie de l'évolution de mon enseignement dans la licence pro après la parution de Dramaturgie de l'atelier théâtre en 2009. Et je pensais que j'en avais terminé, moi. Quand le livre était terminé, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai écrit là-dessus. Mais en fait, je n'avais pas deviné que ça allait m'entraîner pendant 10 ans à faire de nouvelles choses, de me lancer sur de nouvelles pistes. Donc j'ai voulu en rendre compte de ça. Et puis d'autre part, j'ai voulu, dans la deuxième partie, faire un ouvrage en fait collaboratif ou contributif. C'est-à-dire, j'ai mis au travail où j'ai collaboré avec les anciennes étudiantes, les anciens étudiants, pas tout le monde, je suis désolé, je ne sais pas contacter tout le monde, ou bien mes anciennes comédiennes ou mes comédiens qui avaient travaillé avec moi aussi avec la licence pro, pour essayer de faire les chemins de traverse des ateliers, pour voir comment une matrice de départ avait généré des pratiques différentes un peu partout.
Mais évidemment, c'est un puissant fond. Hein. De toute façon, c'est impossible de faire, de faire le tour là-dessus. Mais c'est juste pour donner une idée d'un panel de choses. Et ça ne fait effectivement que commencer. Et alors, donc je vais vous rendre... Je vais vous mettre en appétit, hein, parce que je ne vais pas tout vous dire ce soir, parce que sinon vous n'allez pas acheter le livre. Mais je ferai signe à tous les gens. On va faire cette tournée à papier pour que vous mettiez votre mail, pour que je vous annonce quand le livre est sorti. Et puis à ce moment-là, on boira un coup. Voilà. À Alésia, par exemple. Et donc, je vous préviendrai, vous pourrez venir. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a un papier. Ouais, un papier, on va faire tourner. Vous mettez votre... Ça, c'est... Non, ça c'est pour moi. Ah, c'est pour toi. Voilà. Et alors, donc je vais parler. Donc, on va s'arrêter ce soir vers 9h moins 10 avant que la fac nous enferme. Et on va terminer. On terminera la séance. On va pas terminer la séance. On va commencer quelque chose vers aux alentours de 20h15, 20h20. Par quelque chose que je défends beaucoup à la fin du livre. Parce que je dis dans la fin du livre que tout le travail de théâtre-éducation ne peut, et je milite pour ça, enfin on a milité pour ça, ne peut exister en dehors d'un réseau d'échanges entre les gens qui font les ateliers. Et que ça, c'est très important pour faire vivre ces pratiques-là, pour se renouveler, pour apprendre les uns des autres, etc. Et que c'est très, très important de pouvoir faire ces échanges de pratiques, parce que, en fait, ces pratiques d'atelier, en fait, en quelque sorte, nous isolent, parce que très souvent, on est seul pour les faire. Rencontre pas grand monde, on ne travaille pas beaucoup en équipe. Quand on est dans une compagnie de théâtre, au moins on travaille avec les autres comédiens, etc. Mais souvent, on se retrouve tout seul à faire les ateliers. Et donc, je milite beaucoup pour ces réseaux, que ce soit des réseaux de théâtre-éducation comme Jean Bonnet a mis en place dans les Pays de Loire, avec les enseignants, etc., avec l'association Enjeu, etc., et puis le RIT, voilà, et avec un outil qui est assez formidable, mais vous connaissez toutes et tous, parce que vous l'avez pratiqué avec moi, qui est l'étude de cas et qui est l'étude de pratique. Et ce soir, nous terminerons la soirée avec une étude de cas, parce qu'il y a 3 jours, une ancienne étudiante ici présente, qui s'appelle Éléonore Is, qui est là-bas. C'était en quelle année en licence pro, Éléonore ? 2005 2004-2005, donc 20 ans. Voilà. Et donc, m'a posé des questions. Elle m'a écrit un mail, elle a retrouvé ma trace, et puis elle m'a posé des questions sur quelque chose qu'elle veut faire. Et j'ai dit, tiens, ça tombe bien, on pouvait faire une étude de cas ce soir. De se mettre au travail tous ensemble et bénéficier de vos connaissances et de vos compétences pour aider Éléonore à y voir clair dans son projet. Et Éléonore a une carrière d'institutrice, hein, voilà. Mais avant d'être institutrice, elle a écrit 2 très beaux textes, De la scène aux ados. Donc on boucle la boucle. C'est un peu étonnant. Et donc, Le bruit des abeilles et Le songe de Bahia, si je ne me trompe, dont on lira un petit bout aussi ensemble ce soir. Voilà, ça nous fera notre petite partie d'atelier. Ça va comme ça ? Bien. Alors, Il ne change jamais. Comment ? Il ne change jamais. Il change jamais. Toi ? Moi ? Pourquoi je change jamais ? Alors, voilà. Et donc, alors, sur la première partie de l'ouvrage, c'est des choses que vous connaissez, donc je vais pas les faire défiler ici. C'est-à-dire, j'essaye surtout de resituer l'atelier et le cadre de l'atelier. Et ce que c'est qu'un atelier.
pour le différencier de tout ce qui est de la pédagogie du cours. Et parce que bon, il y a des modèles de transmission du théâtre qui s'apprennent dans les écoles de théâtre, qui sont faits d'une certaine manière, etc. Et c'est bien de pouvoir resituer l'atelier dans sa spécificité. Hein, et ce qui n'est pas tout à fait un cours de théâtre, c'est pas un cours de théâtre, et c'est pas, voilà, le théâtre, c'est un atelier de théâtre. Et donc j'ai essayé de trouver le moyen de bien donner les spécificités de ce modèle, hein, pour justement lui éviter qu'il y ait des modèles qui viennent le perturber, etc. Et et donc, j'ai mis en regard de ça quelques pratiques qui me semblent devoir conduire ce modèle-là. Et la première chose, c'est la question de... Enfin, j'ai essayé de placer la question de la pédagogie du théâtre sous le signe de l'éducation nouvelle. Et de tout ce qui s'est fait au niveau de l'éducation nouvelle, c'est-à-dire de tous les mouvements de pédagogie active, alors les CMEA, la pédagogie freinée, etc., en disant que voilà, ces modèles de pédagogie donnaient une sorte de matrice, de point de départ à ce que pouvait être l'atelier théâtre, si du moins on veut faire un atelier théâtre qui concerne tous les participants, les mettre à égalité, les faire travailler ensemble et les faire travailler de manière créative. Et donc, c'est simplement de rappeler ça, et que, évidemment, ces pédagogies qu'on met en place s'opposent à tout ce qui relève des pédagogies autoritaires et des pédagogies frontales, hein, qu'on le retrouve par exemple dans beaucoup de cours où il y a les frontalités, où il y a un professeur qui va dire à ses élèves « faites comme ceci et faites comme moi et vous ferez bien », de manière un peu caricaturale. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Charles Dullin qui le disait par rapport aux cours de théâtre dont il remettait en cause, déjà dans les années 30, la pédagogie. Hein, on disait, bon, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, comme d'autres pédagogues, comme Lecoq, etc., c'est de faire en sorte que les gens découvrent, par leur pratique et par la mise en pratique du théâtre, qu'ils en découvrent les lois, par le fait de le mettre en pratique. Voilà, donc j'ai tenu à remettre ça en place pour bien donner le secret, comme vous connaissez. Et alors, c'est assez drôle parce qu'en parallèle de l'écriture du livre, et depuis le Covid, je me suis remis beaucoup à la musique. Oui, parce que je jouais dans ma petite rue, tous les soirs du Covid à 20h. J'ai repris ma clarinette. Quand je dirigeais ma troupe, j'avais pas beaucoup le temps de jouer à la clarinette, mais j'en ai joué dans les spectacles d'Augusto Boal, etc. Mais là, j'ai repris en me disant, tous les soirs à 20h, j'ouvre la fenêtre et je joue un nouveau morceau pour les gens de la rue. Et donc, voilà, je me suis amusé avec ça. Alors, tout le temps qu'a duré le Covid, j'ai fait des progrès, déjà. C'était pas mal. Au début, c'était un peu... etc. Et puis, le fait de rejouer de la clarinette, ça m'a amené, à la fin du Covid, à reprendre des cours avec un professeur, et d'autre part, à pouvoir m'inscrire dans une fanfare, dans une grande fanfare, dans un grand orchestre dirigé par Fidèle Fournéron, qui est un grand tromboniste français, et qui s'appelle la fanfare du carreau. La fanfare au carreau, parce qu'elle répète au carreau du temple. Et ma mise en contact avec Fidèle Fournéron a été tout à fait étonnante, parce que un soir, j'ai envoyé l'enregistrement d'un morceau que je jouais à des amis qui étaient à Orthez, de l'autre côté de la France. Et à Orthez, ils faisaient une chose illégale, ils prenaient un apéro collectif dans leur maison.
Et ils reçoivent mon morceau. Et dans la salle, dans l'apéro collectif, il y avait le tromboniste qui est natif d'Orthez et qui était venu avec ses enfants pour passer le Covid. Et il entend le morceau de clarinette, une improvisation, et il dit « Oh, mais il a qu'à venir dans la fanfare ». Et donc, à la rentrée, je me suis retrouvé dans cette grande fanfare qui joue des morceaux très compliqués. Déjà, c'est des morceaux compliqués parce que j'ai mis environ, je pense, pour les maîtriser à peu près, j'ai mis plus d'1 an et demi, en raison de 2 heures par jour. Voilà. Et alors, si je raconte ça, c'est parce que, en fait, tout à coup, je me suis retrouvé confronté à 2 systèmes de pédagogie, le système du cours et en fait, cette fanfare qui me semble être tout à fait l'emblème d'un atelier. Et j'ai bien vu la différence au niveau de la musique. C'est-à-dire que quand je vais faire le cours avec mon cher professeur, je regarde Marco, je parle de professeur, je me tourne vers Marco, tiens, comme par hasard. Mais l'autorité du professeur. Bon, voilà, l'autorité du professeur. Mais voilà, je viens et mon professeur a une forme d'autorité, mais dans le cours, je fais certes de la musique. Je viens pour faire de la musique, mais je viens pour apprendre à faire de la musique. D'accord? Mais si je joue des morceaux, mais je viens pour apprendre à faire de la musique. Et évidemment, quand je joue, immédiatement, généralement, il me dit, bon, allez, on fait un petit échauffement, on fait un petit échauffement de gamme, etc., chromatisme, etc. Et puis, après, il me dit, bon, alors, c'était quoi cette semaine? Alors, j'ai une étude, j'ai un morceau, et bon, je joue mon morceau, mon étude, je commence à jouer les 8 mesures, au bout des 8 mesures, il m'arrête. Il me dit, je t'arrête tout de suite. Voilà, et il commence à me faire des remarques plus ou moins plaisantes d'ailleurs, mais enfin bon, je tiens encore le coup, mais sur la manière dont je joue, il va me dire, sur tel ou tel point, etc., l'embouchure de la clarinette, la manière de me tenir, la manière de bouger mes doigts, la manière de bouger ou non la clarinette, enfin plein de choses comme ça. Bon, alors j'y vais, ça m'apprend des choses techniques et qui me font évidemment, j'espère, progresser. Des fois, ça me fait régresser. Voilà, les jours où je suis pas en forme, ça a plutôt tendance à me désespérer, etc. Mais voilà, c'est une forme de pédagogie très frontale et qu'on retrouve évidemment dans des écoles de théâtre, parce que dans les écoles de théâtre, c'est certaines formes d'écoles de théâtre, il y a un professeur avec des élèves, les élèves vont sur scène et puis ils jouent 3-4 minutes, on leur dit d'arrêter, de recommencer, d'arrêter, de recommencer, enfin, etc. Alors, il y en a qui en tirent profit, d'autres pas, mais enfin bon... et on apprend des choses. Alors que quand je vais à la fanfare, on a des morceaux, on a un répertoire de morceaux, donc on les apprend aussi chez soi. Mais quand je viens là-bas, en fait, je viens pas pour apprendre, je viens pour faire de la musique avec les autres. Et comme dans les ateliers, en fait, ce qui se passe, c'est que la priorité n'est pas le fait d'apprendre à faire du théâtre, mais c'est le fait de venir avec un collectif, avec, bon, que ce soit 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes ou 35 personnes, on travaille à 35 avec Jean, mais l'objectif n'était pas de dire, bon, attendez, on va vous apprendre à faire du théâtre. L'objectif, c'était de dire quel est le projet que l'on va faire ensemble. Projet de petite forme, projet de grande forme, quelle est l'histoire qu'on va raconter, dans quel pays on va se transporter, parce que les gens adoraient voyager avec les pièces de théâtre brésiliennes, pièces de théâtre italiennes, etc. Mais on rassemble les gens, en fait, dans l'atelier, on les rassemble autour d'un projet. Et à travers ce projet, bien entendu, les gens vont apprendre aussi, vont apprendre beaucoup de choses. Et moi, j'apprends beaucoup de choses dans la fanfare. J'apprends parce que je côtoie des gens qui sont beaucoup plus forts que moi, je veux voir comment ils font, et c'est pareil dans les ateliers. Dans les ateliers, il y a des gens qui sont plus à l'aise, qui jouent les rôles de locomotive, il faut les repérer parce que c'est eux qui mènent souvent le groupe, c'est pas eux qui dirigent le groupe.
c'est pas qu'ils sont plus forts, mais ils ont un impulse qui fait que ça libère les autres. Et en fait, on va apprendre des choses, on va apprendre une voie du théâtre, on va apprendre des codes, entrer, sortir, se déplacer sur la scène, aller d'un endroit à l'autre, comment on joue avec les autres, mais on va jamais faire de cours. On le fait parce qu'il y a une nécessité interne du projet, et si on veut aller au bout du projet, eh bien, il faut maîtriser les codes que l'on met en œuvre, et dans lesquels les gens s'autonomisent pour devenir les acteurs du projet. Et donc, dans ce que je défends dans le livre, c'est évidemment de défendre énormément la notion de projet. C'est-à-dire le projet qui est une chose qui est à durée déterminée. C'est à durée déterminée. Avec Jean, on a toujours fait des projets à durée déterminée. C'est-à-dire à la fin de l'année, on lâchait la classe, c'était fini, même s'il y en avait qui voulaient continuer, ils allaient continuer ailleurs, mais c'était fini. L'année d'après, on recommençait avec un nouveau projet, avec des nouveaux participants. Et donc, de le voir comme ça, c'est de se dire que le projet, c'est pour moi la garantie qu'on va aussi en tant qu'animatrice ou en tant qu'animateur d'atelier, constamment se renouveler. Parce que l'atelier peut devenir une chose absolument épuisante si on commence à se répéter. Et on voit bien, par exemple, moi je vois bien à Paris 3, pour avoir corrigé énormément de stages tutorés de licence pro qui allaient dans les ateliers de Paris 3, donc je les connaissais bien. Enfin, j'en connaissais au moins 30 par année des ateliers. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que la plupart des ateliers d'une année sur l'autre, quand je relisais les mémoires, quand un étudiant faisait un stage tutoré dans le même atelier qu'un étudiant de l'année précédente, c'est de voir que dans beaucoup de cours, enfin, on les appelle les ateliers à Paris 3, mais c'est des cours pratiques, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui refont la même chose d'une année sur l'autre. C'est pas mauvais du tout, mais ça sépare bien la notion du projet, parce qu'il y a des gens qui, dans les ateliers de Paris 3, font des ateliers, ils mettent les gens sur un projet donné, et puis il y a des gens qui diffusent ou qui transmettent une technique. La dame je crois que c'est une dame qui fait, par exemple, le théâtre chinois, elle fait un cours. Elle fait un cours parce qu'elle doit transmettre les codes, et elle fait toujours la même chose. Il y en a un certain nombre qui font ça, et c'est pas une mauvaise chose dans le terme du cours. Mais je pense que ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas mélanger. C'est-à-dire le cours se répète, et c'est normal parce que la personne, même le professeur, peut creuser des choses dans le cours, alors que dans l'atelier, on va faire quelque chose de neuf qui va nous régénérer. Et j'ai dit toujours, comme le théâtre est un réservoir de jeux, eh bien, changer de projet, changer de pièce, etc., inévitablement, pour l'animatrice et l'animateur, ça réactive l'intérêt. Parce qu'on est obligé de chercher. C'est une nouvelle pièce, c'est quelque chose qu'on ne rejouera plus jamais, dont on va redécouvrir le fonctionnement, etc. Enfin, on va découvrir dans le projet ça. Et je dis, c'est le régénérateur. C'est-à-dire que l'atelier se régénère de lui-même parce qu'on change de projet et parce qu'on change de public. Parce qu'on pourrait même avoir le même objet, en changeant de public, ça serait complètement différent. Ça serait complètement différent parce que le groupe auquel on a affaire a une charge différente, a une dynamique différente. Donc on fait toujours en quelque sorte du neuf. Et c'est qui nous étonne. Alors, si je peux me permettre... Oui, vous me posez des questions et vous m'arrêtez quand vous voulez. Ça a quand même beaucoup évolué, cette notion de cours, notamment dans les conservatoires et dans le nouveau schéma d'orientation pédagogique qui a été validé par le ministère de la Culture cette année. La notion de projet est au centre vraiment du projet pédagogique, c'est-à-dire qu'on demande véritablement aux professeurs d'être dans cette dynamique de projet, que ce soit dans la pratique instrumentale ou dans toute autre pratique artistique. Donc il y a quand même une porosité qui s'est faite, et notamment une ouverture exactement à
avant l'entrée en cycle au théâtre, par exemple, maintenant on incite beaucoup les conservatoires à ouvrir des ateliers dès 6 ans en fait, des ateliers d'initiation, d'éveil, etc. Où là, on est beaucoup plus dans ce type de pédagogie d'atelier que de pédagogie de cours au sens professionnel du terme. Oui. Et cette question de la frontalité, en tout cas, dans les conservatoires, on voit des différences générationnelles entre les professeurs. C'est-à-dire que les jeunes générations seront plus dans une dynamique de projet que des générations qui eux-mêmes ont reçu des cours dans un certain type d'apprentissage, oui, etc. bien sûr, oui, parce que ça se transmet, oui. Pardonnez-moi, moi j'ai une question, mais je ne veux pas faire sur la... Comment vous situeriez un cours d'option théâtre dans ce cadre-là? Option théâtre au lycée. Parce que moi je trouve que ça me fait beaucoup réfléchir en fait ce que vous dites, parce que moi j'enseigne, là je suis en projet de formation, mais j'enseigne l'option théâtre au lycée, et je trouve qu'il y a une vraie difficulté à placer le curseur. Alors qui est en option théâtre ici? Voilà. Comment tu réponds à la question? Moi, moi personnellement, c'est que, c'est en projet. Mais moi, je le vois en tant que projet, mais parce que j'ai des publics d'élèves. Je veux dire, je pense que c'est pas pareil aussi suivant les établissements, les élèves qu'on a non plus. Mais moi, en tout cas, avec mon type d'élève, c'est clairement du projet. Mais qu'est-ce que tu veux dire par type d'élève? Je sais pas, c'est-à-dire que je vois par exemple quand moi j'étais étudiante à Rousseau au lycée, on adorait, on était tous là, on avait écrit des lettres de motivation, on était convaincus qu'on allait faire du théâtre, qu'on voulait. Donc notre professeur nous demandait d'option théâtre de chaque semaine écrire, je sais pas moi, un exposé sur Brecht. Et voilà, et il y avait un vrai désir. Moi mes élèves là, ils sont vraiment là, ils auraient pu s'inscrire au foot. C'est un peu un hasard. Et donc, si tu veux, c'est pas du tout le même type de cours que je donne. Et d'ailleurs, j'en avais parlé, les inspecteurs, ils avaient dit, mais c'est pas grave, en fait, tant qu'il y a des élèves, c'est génial. Continuer à attirer des élèves. Mais donc, mais on nous demanderait de ne pas faire... initialement, dans les textes, si tu lis les textes, tu es quand même censé faire un mélange des deux. Mais dans la théorie... Oui. Mais dans la pratique, en fait, tu fais à ta sauce. C'est la même problématique, parce que tu te dis ça évolue comme ça, mais tu vois en Belgique, dans les options théâtre, etc., pas dans les académies, les académies c'est autre chose, mais il y a des grilles d'évaluation, mais qui sont d'enfer. C'est-à-dire que ça tend vraiment vers le cours, quoi. C'est-à-dire que est-ce que l'élève est capable de faire ça? Est-ce que l'élève est quand on voit la grille d'évaluation, on devient fou, quoi. Et en conservatoire, on a aussi des grilles d'évaluation. Et néanmoins, quand on passe aujourd'hui un certificat d'études théâtrales, donc à la fin d'un cycle 3, il y a à la fois des scènes à préparer, à travailler, mais également des projets personnels à mener. Et finalement, la grille d'évaluation est plus là pour donner à un instant T les endroits qui sont déjà en place, on va dire, et puis les endroits à continuer à travailler. Mais en aucun cas, il s'agit de sanctionner. Oui, d'accord, voilà. Je comprends bien. Mais bon, il y a un certain nombre de choses qui doivent être effectivement normalement acquises. Oui. Mais je trouve ça plus ouvert que la pratique musicale, par exemple. Là, il y a des notes. Ah bah oui, il y a des notes, c'est le cas de le dire. Oui. En musique, il y a des notes. Donc voilà, voilà, c'est ce que je défends beaucoup sur cette, pour distinguer, mais c'est surtout pour distinguer. C'est même pas ce que je défends, mais c'est toujours pour avoir des points de repère, pour voir où on en est, ce qu'on l'on fait, parce que je trouve que le plus grand danger que l'on court quand on fait ça, c'est de ne pas conscientiser ou c'est de ne pas théoriser les manières de faire. C'est-à-dire que parce qu'on peut être rattrapé, moi-même, si je veux faire quelque chose, je peux être rattrapé à un moment donné par une pédagogie de cours. Mais ça peut arriver avec des groupes, etc. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir conscientiser, de dire, savoir ce qu'on l'on fait. Parce que j'ai aussi rencontré beaucoup de comédiens, par exemple des comédiens intervenants. On a fait le stage L'Art et la Manière, qui était le stage
le seul en France qui concernait les artistes intervenants au Nouveau Théâtre d'Angers et que Jean a mis en place. Et il y avait des gens qui disaient « mais moi j'ai pas de pédagogie ». J'ai souvent entendu ça. Les gens disaient ben, « moi non, je m'en fous, j'ai pas de pédagogie ». Et en fait, j'ai toujours essayé d'expliquer aux gens qu'on ne pouvait pas ne pas avoir de pédagogie. C'est-à-dire que le fait d'être face à un groupe oblige à gérer le groupe. Si je gère le groupe, je dois donc faire preuve de pédagogie. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a souvent noté que souvent les meilleurs intervenants, c'était souvent les metteurs en scène. Beaucoup plus que des comédiens qui sont autocentrés. Parce que les metteurs en scène, ils ont la responsabilité d'un groupe. Ils ont la responsabilité de mener un groupe quelque part. Donc ils ont la conscience du groupe. Alors que, évidemment, par exemple, un élève qui sort du conservatoire, il est beaucoup plus autocentré parce qu'on lui demande d'être autocentré, tout simplement. C'est un travail plus égoïste, d'interprétation, etc. Et il faut que la personne apprenne à se décentrer pour se dire... voilà. Donc ce qui pose parfois des problèmes entre les pédagogies, c'est-à-dire quand je parle par exemple d'éducation nouvelle et on a beaucoup parlé de partenariat en France, il y a évidemment un problème qui se pose entre si vous avez deux partenaires, que vous avez un partenaire qui défend les valeurs et qui les met en pratique, les valeurs d'éducation nouvelle, et que vous avez par exemple un intervenant qui défend plus, mais ça peut être dans le sens contraire, hein, complètement, ou l'autre partenaire qui défend des pratiques beaucoup plus frontales, ben, ça ne peut pas marcher. Enfin, ça peut pas marcher, sauf si les gens s'écoutent et qu'ils apprennent les uns des autres. Mais des fois, ça fait clash. Hein. Il y a des jolis clashs de ce côté-là, et donc il faut pouvoir en parler. Donc, après ça, évidemment, s'il y a un projet, il y a évidemment un contrat. C'est-à-dire et je pense que là aussi, c'est important d'être... Enfin, pour moi, il faut être attentif à ça. Le contrat, c'est pas ce que j'appelle le contrat, c'est pas le contrat où on met combien la personne sera rémunérée, même si ça c'est important, mais se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble et à quoi on va aboutir, c'est-à-dire se mettre d'accord sur les termes d'un contrat, c'est-à-dire dans quel contexte on fait cela pour ne pas se retrouver dans des projets. C'est pour prévenir les gens qu'on ne fait pas un projet dans n'importe quel contexte et à n'importe quelle condition, et qu'il y a des choses à vérifier avant de faire le contrat. Et ça c'est très très important, parce que avant de répondre à des sollicitations, c'est une autre chose dont je parle dans le livre, c'est-à-dire que le théâtre est supposé, enfin il y a quand même une grosse mode là-dessus, est supposé pouvoir résoudre un certain nombre de choses. C'est-à-dire on attend du théâtre que ça libère les plus timides, on attend du théâtre que ça calme les plus violents, on attend du théâtre, enfin c'est la société que ça forme, etc. Les gens, et évidemment on peut pas mettre les pieds n'importe où et n'importe comment, parce que ça peut se retourner contre nous. Alors j'ai retrouvé une fable de La Fontaine qui parle de ça. Alors ça s'appelle La fable du contrat. Je vous le dis. Un intervenant sans le denier se vit un jour par un collège proposer un atelier qu'il accepta sans négocier. On le mit avec des élèves bons derniers pour à leurs difficultés remédier. Sans d'autres solutions et sans d'autres réflexions, on mit la salle des punitions à sa disposition pour ce théâtre dont on espérait de magiques potions. Et là, ce grenier était dépourvu de rideaux, et toute la cour de récréation regardait là-haut. Les reclus portaient leur fardeau de ce théâtre devenu leur punition. Loin d'y faire l'espérée contrition, ils s'y mirent en totale opposition, et du grenier cassèrent tout le mobilier. Morale de l'histoire, mieux vaut négocier que par des inattendus être noyé, et qu'en payer les pots cassés. Jean de La Fontaine. On a retrouvé un inédit de
Ouais. Un inédit, hein, Ouais. de La Fontaine. Voilà, alors après, après ça, donc, je me suis amusé à quelques trucs comme ça. Ça fait penser à plein de mémoires que l'on a lues ensemble, où il y avait oui. exactement les Oui, mais c'est tiré d'une étude La de Fontaine cas a qu'on a tout eue. prévu. Voilà, c'est tiré d'une étude de cas d'un comédien qui travaillait à Montpellier. Alors, après ça, je définis les étapes types d'un projet, mais je ne vais pas m'allonger là-dessus. Il y a beaucoup qui travaillent avec moi, donc là-dessus. Et il y a une chose, enfin, à laquelle il y a un des chapitres qui est consacré au processus de répétition. Sachant que je me suis interrogé sur la question de la répétition et qui est souvent, j'ai donné quand même beaucoup de stages aux enseignants quand l'éducation nationale voulait encore bien faire des stages pour les enseignants, mais ils n'en fait plus. C'est ma petite touche, j'en dis une toutes les 10 minutes, comme une piqûre de rappel. Et donc, j'étais toujours étonné parce que même chez les gens qui n'avaient jamais fait de théâtre, les gens, ils savaient comment faire. Enfin, ils avaient un modèle dans la tête. Et je me suis toujours interrogé, je me suis dit, mais par quel biais est donc arrivé ce modèle ? Alors, on va lire avec le modèle, il y a un modèle de la répétition qu'on voit dans certains films, comment ça s'appelait voilà. Et c'est François Salmon, qui avait écrit un texte dans la Scène aux ados. Je fais toujours la pub pour la Scène aux ados, parce que je travaille avec eux. Aussi, voilà. Je fais de la pub contre le gouvernement et pour la Scène aux ados. Ça s'appelle La vie sous l'eau. Et donc, voilà, François Salmon avait décrit assez bien ce modèle de répétition. Alors, l'élève. Donc, moi, j'ai dit l'élève et Armel va dire Madame Hernandez. Voilà, c'est un personnage, hein. C'est pas Armel. Voilà, déjà, je dis, non, parce que je dis quand même, je rappelle quand même que le théâtre au départ, c'est quand même jouer à être un autre. Donc on va essayer de jouer à être un autre ce soir. Mais tu restes une élève moi, vu une élève, tu vois, on voit une élève, voilà, enfin bon, bref. Alors, l'élève, ô ciel, ô disgrâce imprévue, ô misérable père, pauvre Géronde, que feras-tu ? Vous êtes trop sur la réserve, mademoiselle. Il faut assumer le plateau, articuler, porter le texte, bon sang. Une chaise à 4 pieds, monsieur Katami. Allez cueillir le spectateur qui bâille là au dernier rang. Hein ? C'est trop petit ce que vous proposez là. Scapin cherche à éveiller l'attention de Géronde qui le regarde. Cessez de bavarder derrière. De l'énergie, de l'engagement. Oh, disgrâce imprévue! Faites-moi trembler les murs de la classe. Mais Madame Hernandez, le problème, c'est que... Le problème, c'est que... C'est un peu court, jeune fille. Qu'en est-il? Quel est-il, le problème? Voilà ce qu'on appelle un silence éloquent. Allons! Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Chewing-gum à la poubelle. Monsieur Trébert. Monsieur Trébert, je vous écoute. En fait, on ne peut pas jouer devant la classe. Allons! Vous ne devez pas avoir peur de vos camarades. Ce que nous jouons ne sortira pas d'ici. Hein? Tenez-vous correctement. Mademoiselle Van der Dorp. C'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de l'acte théâtral, sa nature éphémère, son essence volatile. Le rideau se ferme et tout disparaît. Acta est fabula. Allons, nous reprenons, mesdemoiselles. Non, madame Hernandez, excusez-moi, mais je ne peux pas. Monsieur Clément Veneur, que faites-vous avec ce téléphone? Clément, excusez-moi, madame Hernandez, j'ai oublié de l'éteindre. Alors, pour être sûr de ne pas perturber le cours, je me suis... La prochaine fois, vous irez le chercher dans le bureau de monsieur Fromentin. Il faut rester maître de la technologie, jeune homme, sous peine d'en devenir esclave. C'est d'ailleurs de cela aussi qu'il s'agit dans Scapin. Ah. Le renversement des rôles entre le maître et le valet. Votre chaise, monsieur Katami. Voyez combien ce texte résonne encore aujourd'hui dans toute sa pertinence. Mais je m'égare. Reprenons, voulez-vous? Allons, reprenons. Voilà. Voilà, c'est
La modèle. Merci beaucoup, Armelle, Madame Hernandez. Bravo. Alors, voilà, c'est un peu le modèle qu'il a très bien saisi, François Salmon, mais il est professeur lui-même et il écrit des pièces de théâtre. Il avait très bien pigé ça. Et en fait, donc, sur la question de la répétition, j'ai essayé de trouver des moyens de repères pour distinguer, en fait, sur les trois phases de répétition, en fait, pour les distinguer bien, parce que je me suis souvent aperçu que les gens confondaient beaucoup ce travail de répétition comme il est fait là, de leur proximité, ce que je propose et ce que je préconise, c'est de scinder les phases de répétition au moins en 2 ou voire en 3, c'est-à-dire en disant que que le théâtre est un langage qui va servir de 2 manières différentes. C'est-à-dire que le théâtre, dans une première phase, c'est les phases d'essai. Et que dans ces phases d'essai, le fait de mettre en langage théâtral et en théâtre, permet aux gens qui doivent le jouer de comprendre ce dont il s'agit dans les situations qu'on leur fait jouer ou dans les textes qu'on leur fait jouer. Et donc, toutes ces phases d'essai sont très importantes pour que les gens rentrent dans le texte, comprennent ce qu'il s'agit. Donc, on lit, on essaye, on fait des conneries, on essaye des choses comme ça. On récolte les données qui sont faites par les joueurs, selon leur caractère, selon leur tempérament. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la phase vers le jeu maîtrisé. J'ai toujours vers la mise en place d'une partition de jeu, parce que en musique, on a une partition, mais en théâtre, on n'en a pas. Donc il faut l'établir, mais on l'établit en fonction de ce qui aurait été joué avant d'aller vers la phase de restitution. Et comme disait Jean, pendant la phase de restitution, le travail continue. C'est-à-dire que la phase, comme le théâtre est un art adressé, le fait de mettre l'objet que l'on joue devant un public et devant un regard, c'est le regard du public qui permet à la chose d'exister. C'est-à-dire la chose ne peut pas exister s'il n'y a pas le regard du public. Et donc, avec Jean, ce qu'on avait mis en place, c'est tout ce travail sur les petites formes, pour permettre aux élèves de découvrir ce que c'était que le regard spectateur. Et c'est parce qu'ils jouaient devant le spectateur qu'ils se rendaient compte de leur responsabilité, qu'ils ne pouvaient pas se tenir de telle ou telle manière. Et c'est les spectateurs qui étaient leurs meilleurs, c'était les témoins, et c'est les spectateurs qui leur permettaient de jouer mieux et de s'affirmer dans le jeu. Et donc, le public, le spectacle ne devient plus une fin en soi, mais il devient l'outil pour faire progresser le jeu. Et c'est ce qu'on a toujours essayé de faire, et c'est pour ça qu'on a toujours dit, il faut jouer plusieurs fois. Et parce que si on ne joue qu'une seule fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Et voilà, parce que le spectacle en général arrive à la fin, et c'est la fin, et puis au revoir tout le monde, se revoit la prochaine. Et on a souvent j'ai vu ça dans les mémoires, c'est-à-dire on dit on a réussi le projet. On pestait toujours contre ça avec Marco quand on disait ça. Voilà, on a réussi le projet, mais on dit qu'est-ce qui a été réussi, quoi. Alors que en fait, quand on joue plusieurs fois, bien les gens trouvent à s'affirmer et ils s'affirment dans la maîtrise de la partition qui a été mise au point. Et c'est spectaculaire chaque fois que l'on fait ça. C'est toujours très étonnant de voir la progression, la progression des groupes à travers 3, 4, 5, 6 représentations. Voilà, tout cela s'affirme. Mais tout ça, c'est parce que le théâtre, c'est un art adressé et qu'il n'existe que par le regard des gens qui le voient. Mais excuse-moi, je continue de t'interrompre, Bernard, mais effectivement, il y a un problème de logistique assez évident. C'est que très souvent, dans les contextes où se réalisent les ateliers, il est très difficile d'avoir la possibilité de prolonger. Et donc, on est obligé de... aller 2 fois. C'est déjà du luxe, non ? Et
Alors, l'idéal, ça serait d'avoir un peu un temps de retomber aussi de ce qui s'est passé avec... Oui, mais c'est pour ça qu'on... C'est compliqué. Mais c'est aussi, l'autre chose que je préconise, évidemment, c'est de jouer court, plutôt de privilégier des formes courtes qui sont beaucoup plus facilement maîtrisables, et de les jouer plusieurs fois, que de jouer des formes longues, approximatives, qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. Donc jouer plusieurs fois, c'est bien. Dans un contexte scolaire, c'est déjà plus jouable que dans la pratique amateur. Dans la pratique amateur, il y a des questions toujours de lieu, les questions de public aussi, de mobilisation d'un public sur plusieurs représentations et de disponibilité du lieu. C'est vrai que dans le contexte scolaire, le fait de jouer devant les autres classes, devant des parents, etc. Enfin, mais en même temps, on peut aussi diviser une soirée. Moi, j'ai fait ça dans des rencontres pédagogiques. Et en fait, on n'avait pas un public énorme dans les rencontres pédagogiques. Il y avait eu 40 personnes. On aurait pu faire une représentation. Mais en fait, dans la soirée, on a divisé la soirée en 3. Et on avait fait un grand tableau en disant aux gens qui s'inscrit à la représentation 1, qui s'inscrit à la représentation 2, à la 3. Et en fait, on a fait 1h30. C'est-à-dire, on a commencé à 20h, on a joué à 20h, et puis on a joué à 20h30, et puis on a joué à 21h, ce qui a permis aux gens de faire l'expérience de 3 fois. Et puis ceux qui voulaient revenir, ils revenaient. Voilà, donc, bien. Alors, il faut que je me dépêche. Après, j'ai essayé, j'ai développé aussi, quelque chose auquel je tenais beaucoup. Et il y a des cycles de conférences que j'aurais bien aimé faire. C'est sur la question de la créativité, qui est un autre point d'entrée, et de voir comment les gens dans les différents arts, que ce soit les arts graphiques, les arts plastiques, la musique, je lis, la littérature, etc. Comment on mettait en place des procédures de créativité pour que les gens deviennent créatifs, c'est-à-dire que deviennent acteurs de ce qu'ils font. Donc j'ai été rencontré, j'ai pas pu mettre en place jamais trop tard pour le faire, mais de faire ça, parce que c'est très intéressant. J'ai beaucoup appris, notamment des professeurs d'art plastique, parce que d'une part, parce que les professeurs d'art plastique sont formés. Dans leur formation, il y a toute une part sur les procédures de créativité. Et comme j'ai eu l'occasion de travailler avec des professeurs d'art plastique, à chaque fois, j'étais toujours très surpris par leur part de créativité, c'est-à-dire ils vont prendre des matières, des cartons, des espaces, des matières, des tables, etc. Et ils savent construire des choses très, très intéressantes. Et donc, le principe même de la créativité, c'est ce qui est en œuvre à l'intérieur de ça, ce sont les inductions. C'est-à-dire, mais là, il faudrait pas que mais je développe ça dans le livre, c'est-à-dire sur les différents principes de la créativité, qui est un processus de création en soi-même pour la personne qui va mener le processus de créativité. C'est-à-dire de se dire, la créativité, ça démarre comme ça, on a un objet, une scène, une pièce ou un thème comme ça, et d'arriver à se poser la question, de se dire, qu'est-ce que ça nous pose comme question, comment on va mettre ça en œuvre avec un groupe. Et à partir du moment donné où on arrive à se poser la question de comment on va mettre ça en œuvre, on va mettre en place des éléments pour essayer ça, pour essayer de répondre à la question. Si tant est que l'atelier, c'est le lieu pour répondre avec un groupe aux questions que pose l'objet sur lequel on travaille. C'est-à-dire que le groupe est là pour essayer de répondre avec ses moyens, avec son dynamisme, avec son originalité, aux questions que peut poser tel ou tel texte. Si vous avez un groupe très jovial, très, très, très dynamique comme ça, il y a des groupes qui pètent le feu, il y a ceux qui pètent moins le feu, qui sont plus, etc. Bon, mais c'est toujours très intéressant, mais de ne jamais laisser en fait la page blanche. De dire aux gens comment vous faites. C'est-à-dire que, moi je dis, la responsabilité, elle est sur l'animatrice ou sur l'animateur, dans le travail en amont, de
bon, on choisit l'objet. Après, c'est tout un débat pour se demander comment on choisit l'objet. Mais après ça, il y a une responsabilité pour l'animatrice et l'animateur de se dire, bon, eh bien, je vais proposer tel ou tel parcours. C'est-à-dire, un professeur d'art plastique ne va jamais dire aux gens, bon, cette année, on va travailler sur la Tour Eiffel, à reproduire la Tour Eiffel. Débrouillez-vous. On ne fait jamais ça. Hein, le professeur d'art plastique va préparer des éléments matériels pour dire comment on va faire une Tour Eiffel avec du grillage et avec telle ou telle forme de produit. Et après, ce sont les gens qui essayent avec cette matière en se disant, ils vont découvrir comment fonctionne cette matière, comment on la manie pour arriver à faire un objet. Mais il y a toujours une indication au point de départ pour que les gens puissent manier ça. Et ça, c'est une grosse responsabilité pour les animateurs. C'est-à-dire venir les mains dans les poches, bon, c'est toujours facile en disant, bon, bah, écoutez, voilà, on a cette scène-là, débrouillez-vous pour la faire. Bon, évidemment, on peut toujours le faire pour essayer de comprendre, mais après ça, il faut quand même mettre en forme. Et la mise en forme, elle passe par une procédure de créativité. Alors, je voudrais juste dire, parce que on m'a souvent dit, mais c'est quoi une induction, enfin, précise, etc. Alors, je peux vous lire la définition qu'en donnait Gisèle Barré, que nous avons entendu il n'y a pas longtemps, ici. Voilà. Elle dit, l'induction, c'est un intermédiaire, un instrument, masque ou écran. L'inducteur sert tour à tour de voie d'accès, de dérivation ou de déviation de l'expression ou du jeu, et c'est parce qu'il a l'air de s'écarter de l'objectif, de flâner, de faire l'école buissonnière, qu'il permet d'atteindre plus sûrement l'objectif caché. C'est-à-dire, grosso modo, c'est tâtonnement expérimental cher à freiner. On met les choses, on met un dispositif, comment on va l'investir, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Qu'il relève de l'objet, de différentes matières, de l'image, du son, de l'espace, du personnage, du texte, etc. Ces inducteurs permettent des manipulations anodines. Étant différents du joueur, ils ne paraissent pas l'impliquer, ce qui autorise ce dernier à se surimpliquer sans même s'en apercevoir. Ils servent toujours de canal d'expression, de réseau de communication et font toucher à des domaines et à des niveaux a priori peu accessibles comme les différents arts. Voilà, c'est-à-dire on fait découvrir les codes de l'art en distribuant ces inducteurs. Mais c'est ce qui suppose évidemment toujours de faire un gros travail en amont. Mais une fois que le travail en amont il est fait, après l'atelier devient un jeu d'enfant, enfin ça devient un jeu parce qu'on sait sur quoi on fait essayer et comment on fait essayer les choses. Voilà. Bon. Alors, voilà, bon, après, je développe différentes choses sur les pratiques. Et puis, il y a une chose, voilà, une chose importante. Après, je donnerai différents chapitres de la deuxième partie. Il y a une chose sur laquelle j'ai aussi tenté de revenir, c'est la question de l'autorité dans l'atelier. Parce que je me suis souvent aperçu que les gens confondaient le Club Med avec l'atelier. C'est-à-dire, on parle d'un atelier théâtre, et très souvent, les gens disent « Ouais, c'est l'Eden Group », enfin, ce qu'on appelle l'Eden Group, en disant « On va faire du théâtre, tout va bien marcher, enfin, c'est cool ». Et puis, avec des théories comme ça, enfin, il y a beaucoup d'intervenants, par exemple, qui interviennent dans l'école et qui ont un compte à régler avec l'école, qui les a mis en échec, et ils ont raison, voilà. Mais le problème, quand ils reviennent à l'école, ils disent « Je reviens avec le théâtre, si je fais du théâtre, c'est par opposition à l'école, parce que le théâtre m'a donné la liberté, etc. » Et quand ils reviennent avec cette conception-là du théâtre, ce qui leur tombe sur la figure, c'est qu'ils vont avoir affaire à des élèves qui vont leur en faire voir de toutes les couleurs. Et donc, à un moment donné, ils disent « Ouais, c'est la liberté, prenez la liberté de faire telle chose. » Et à la fin, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils deviennent les pires des dictateurs, en disant « Arrêtez, taisez-vous, ça suffit, de l'ordre, etc. » C'est-à-dire que l'intention de la liberté devient un mode de manière totalement autoritaire. Hein, on m'en a raconté, je vais là-bas, j'ai quelqu'un de ça, tu as connu ça, Joanne. Voilà. Et c'est pas forcément des mauvaises personnes par ailleurs. Ah mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est pas des méchants, mais ils sont piégés par ça et ils deviennent malgré eux, c'est-à-dire le pire, enfin des maîtres autoritaires qu'ils dénoncent par ailleurs.
Et donc, c'est pour ça que je me suis permis d'avoir recours, là aussi, à la pédagogie institutionnelle, en redonnant des critères sur la pédagogie institutionnelle sur la question de l'autorité éducative, qui n'est pas l'autoritarisme, mais qui est l'autorité éducative, c'est-à-dire la responsabilité qu'on a en tant qu'adulte d'instaurer un cadre dans lequel les gens vont pouvoir faire des essais en étant protégés et en devant avoir une certaine tenue. Et donc, par exemple, Saint-Fréné appelait ça la discipline du travail. Ce n'était pas la discipline en tant que telle de faire la discipline. Il disait que c'est le travail qui donnait la discipline du travail et qui mettait les gens au travail et qui organisait ça. Et donc, voilà, j'ai fait tout un chapitre là-dessus en m'inspirant des théories de la... Et la première chose que c'est Bruno Rops, qui est un spécialiste de la pédagogie institutionnelle, qui dit il dit notamment la chose suivante: en pédagogie institutionnelle, la symétrie de statut entre l'enseignant et les élèves est clairement posée. L'enseignant n'est pas l'élève. La première tâche du maître va consister à se positionner statutairement, à se démarquer des rôles habituels, des images antérieures, des pratiques autoritaires que les élèves ont pu connaître. Il y a là des savoirs d'action à mettre en œuvre, donc parole signifiant à l'élève la symétrie des positions. Je ne suis pas ton copain, je ne suis pas ta maman, c'est ton travail, c'est pas le mien. Voilà. Distinction entre la loi sociale, la loi du quartier ou de la maison est située à l'école. Voilà. Et refus explicite de jouer certains rôles. Pas de punition arbitraire, non justifiée, etc. D'où l'intérêt de mettre en place des règles qui permettent à chacun de se situer. Une règle que je redonne. L'un des derniers ateliers que je fais, dont je rends compte dans le livre, c'est un atelier que j'ai fait avec des élèves 35 élèves de 6e à Châteaulin, autour de la boîte de Pandore. Et j'étais... même avec toute l'expérience qu'on peut avoir comme ça, la première règle, vous la connaissez, c'est le cercle de parole. Pour démarrer, pour expliquer le projet. Donc j'étais avec l'enseignante, une ancienne stagiaire étudiante, et on se met en cercle. Et il y a une jeune fille qui était à ma droite, des élèves de 6e, hein, petit quand même. Et donc je dis, mettons-nous en cercle. Donc on avait un grand espace comme ça. Puis je me dis, il y a un truc bizarre, quoi. Je regarde les filles à côté de moi, je dis, mais tu n'es pas dans le cercle. Alors elle me regarde comme ça, méchamment. Elle me dit, mais si, parfaitement, je suis dans le cercle. Je lui dis, excuse-moi, elle était de travers, un peu comme ça. Comme ça. Elle me regardait comme ça. Alors, qui était quelque chose entre la séduction, ou un peu agressif comme ça, mais elle était comme ça. Je dis, excuse-moi, mais tu n'es pas dans le cercle. Tu n'es pas comme tes camarades. C'est-à-dire, on est tourné vers le centre, dans le cercle. On est tourné comme ça. Elle me dit, mais enfin non, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Voilà. Et me disputant ça, je dis, bon, on va mener le groupe avec ton enseignante, et je te dis qu'on ne va pas commencer tant que tout le monde n'est pas dans le cercle. Et j'ai bien fait de tenir bon. Donc, elle s'est mise. Voilà. Elle s'est mise, d'accord. J'ai dit merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Et j'ai bien fait parce que elle était dans une dynamique de leader négatif par rapport au groupe. Et elle nous en a fait voir pendant les 2 premiers jours, en nous testant complètement et en allant jusqu'à disparaître. C'est-à-dire quand je dis disparaître, l'après-midi, elle a disparu. Elle a disparu en se cachant dans les coulisses sous un tas de tissus. Et là, elle a failli faire exploser les groupes parce que tout le monde était complètement paniqué, tout le monde pensait qu'elle était partie, etc. Et moi, j'ai rassuré les groupes, j'ai dit, écoutez, on a un projet à faire, on doit faire avancer l'histoire. Enfin, j'ai bien accroché pendant que les enseignants le cherchaient, mais ils l'ont cherché pendant 1h30. Et après, elle était comme ça, mais à chaque fois, ce sont les règles qui lui ont permis de revenir et de permettre à ses camarades de la faire revenir dans le groupe jusqu'au moment où finalement c'est dans les restitutions finales qu'elle a finalement changé d'attitude et qu'elle a intégré le collectif. Ouais, 6e. Ouais. Mais après on m'a expliqué, les gens ont toujours des raisons. Elle était la dernière d'une famille recomposée de 10 enfants.
Et en fait, elle n'avait pas sa place. Et donc, elle cherchait à faire sa place. Et bon, c'est pas une excuse. Voilà. Donc, voilà, c'est cette importance-là, pour moi, dans les ateliers, d'avoir des règles très, 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 très importantes, et justement pour ne pas avoir joué un rôle autoritaire. Parce que c'est le projet qui nous permet de ne pas avoir de frontalité, de ne pas être frontal. Après, on en a discuté, je sais de ça, Bernard, justement. Et moi, je me retrouve de plus en plus confrontée à des personnes, à des élèves qui sollicitent ce rapport frontal. Ah bah oui. Qui sont en permanence, en fait, en train de demander ça. Bah oui. Et d'être dans une sursollicitation de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils iront jusqu'au bout, pour pousser ce rapport frontal et ce rapport punitif, en fait. Et tant qu'il n'y a pas de rapport punitif, ils iront taper la tête de l'un contre le mur, ils iront hurler des choses extrêmement violentes politiquement ou racialement, etc. Enfin, et c'est assez frappant. Parce que ça monte en puissance cette oui. Mais en même temps, oui, je sais. Mais en même temps, tomber dans le panneau, il faut, à un moment donné, il faut essayer de ne pas tomber dans le panneau. Il faut essayer en expliquant, etc. On sait, avec Jean, par exemple, on a connu des expériences d'1 an avec un groupe qui poussait dans tous les sens, etc. Et qui s'est rassemblé qui s'est rassemblé à la fin de l'année, dans la présentation. C'est devenu un groupe qui était ingérable l'année d'après, mais non plus pour ça, c'est parce que le groupe était uni. Donc, mais c'est vrai. Mais ça suppose d'avoir vraiment des outils, de faire attention à ça. Moi justement, je pensais que comme je connaissais que le titre, et puis j'en connais Chemin de traverse, je pensais que ça serait là-dessus justement, sur des consignes données avec des élèves, des enfants qui forcément pas passer outre, et comment rassembler en projet, je pensais justement que ça serait là-dessus. Alors apparemment il y a des petits... Ah bah oui, après je dis comment on mène le projet, et c'est ce qui nous amène à la dernière partie, la deuxième partie, où j'ai essayé de rendre compte de différents types de projets. Des différents types de projets. Et donc, je vais aller assez vite là-dessus, parce que je ne peux pas raconter chaque projet, et puis il y a des gens qui sont là, qui les connaissent. Mais en tout cas, j'ai tenu à rendre hommage, d'une part, aux pionniers du côté des années 70. Donc, ces gens... Tu te caches, Jean-Gabriel, qui raconte une histoire qu'il a connue à Choisy-le-Roi, avec une municipalité qui avait proposé qu'il y ait des ateliers dans toutes les classes de la ville. Voilà, donc vous verrez comment ça se termine, mais voilà, c'est des choses comme ça qui ont existé. Il y a eu Miguel Demuin qui était, on pourrait l'appeler le père du jeu dramatique en France, qui était un élève de Charles Dulin, qui était créateur du théâtre de la Clairière, et qui a beaucoup développé tout ce qui était le jeu dramatique, l'improvisation, etc. Et puis ensuite, j'ai organisé sur les ateliers, j'ai organisé mes chapitres, par exemple, sur la diversité des formats, en défendant le fait qu'un projet théâtre n'était pas forcément le projet de 24 heures, de 26 heures, qu'il peut y avoir un projet à durée déterminée, qu'on faisait traverser aux gens, un projet qui dure 1 heure. On peut faire ça, donc j'en montre un avec comment on peut faire un projet en 1 heure, des projets en 3 heures autour d'un spectacle. Je raconte comment on a inventé une animation de 3 heures autour du spectacle de Nicolas Bonneau, Monte Cristo. Si vous pouvez aller voir le spectacle, je fais de la pub. Excellent, mais voilà, il m'a demandé de l'aider à faire des ateliers, et donc un atelier de 3 heures, mais où on fait jouer tout le monde. Et on l'a fait jouer, j'avais calculé qu'en 3 heures, j'arrivais dans une classe de lycée, et au bout des 3 heures, les gens étaient passés 4 à 5 fois sur le plateau. Voilà, et
terminé. Bon, les gens ont envie de continuer, mais ont terminé. Voilà, c'est 3 heures, on les revoit plus jamais. Mais au moins, une fois dans la vie, ils auront rencontré ça. Après, je rencontre des projets un peu plus longs. Et puis, j'ai essayé de faire des entrées par la diversité du public, avec les maternelles, par exemple. Et j'ai travaillé là avec un instituteur de l'association Hamlet qui travaille en Mayenne, qui forment les instituteurs, etc. Ils font des printemps, toi tu es une Mayenne, et qui font des printemps de collège en maternelle avec les différents autres organismes. Et lui, il est formidable, il m'a fait un article où il montre comment il fait répéter la restitution, enfin on ne peut pas parler de spectacle, mais la restitution, comment il fait répéter la partition de jeu à ses petits élèves dans le quotidien de l'école. Alors il dit, il va faire, par exemple, il dit, on sort en cours de récréation et en chœur de sorcière. Il raconte ça. Et donc il se sert de chaque moment de la classe ou de la journée pour reprendre des éléments. C'est super intéressant. Il y a pour les primaires, le projet m'est arrivé au moment où j'écrivais le livre. C'était un ancien stagiaire qui travaille en Bretagne, Erwan Belliou, qu'on a eu au stage L'Art et la Manière, et lui, à qui on demande des projets impossibles. Alors moi je dis, des projets impossibles. Projets impossibles, c'est 80 élèves d'une école. Faire la fête des écoles, comment on fait un projet, et c'est rigolo parce que, enfin, moi souvent je disais, bon, il y a des projets qu'il faut refuser. Voilà. Lui, il a dit, oui, moi je les accepte. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il les fait pour que les élèves ne soient pas les prisonniers d'une machine qui les écrase comme peuvent l'être dans un spectacle, mais où les élèves ont une autonomie à l'intérieur du spectacle. Et c'est très intéressant à voir comment ils font. Et puis après, j'ai fait avec une ancienne de licence pro, comment s'appelle son prénom, Stéphanie Pimpano, oui, sur les personnes en situation de handicap, donc un exemple d'atelier. Je me suis servi d'un autre atelier, on a discuté avec Sarah Civil sur qu'est-ce que c'est qu'un atelier réussi en prison. Voilà, elle avait fait un dossier là-dessus et c'est très intéressant de reprendre ce qu'elle avait dit, notamment par rapport aux journées d'études qu'il y avait eu là-dessus. J'ai travaillé avec un comédien belge qui a travaillé sur l'intergénérationnel. J'ai travaillé avec des anciennes de licence pro qui sont intitulées Les Envolées qui ont fait tout un travail avec les migrants, et de voir comment on pouvait travailler avec un public qui n'était pas captif, qui par essence, qui s'en va, etc., mais comment on arrive à les rassembler là-dessus. Et puis j'ai fait une autre entrée sur les ateliers dans la diversité de leurs points d'entrée. Donc, un atelier avec la compagnie Bouche Bée, avec laquelle collabore Armel, la compagnie Bouche Bée d'Anne Contensou. Et là, c'était un projet interétablissement autour du sujet d'un spectacle. Autour du jeu vidéo. En fait. Autour du jeu vidéo, ouais. Mais qui était le sujet du spectacle, de la création. Et comment ils ont réussi à faire travailler 3 établissements ensemble autour de ça, et avec un mode de restitution aussi original. Mais ça, je ne spoil pas. Voilà. Voilà. J'ai aussi donné la parole à deux étudiants qui avaient fait un travail à l'intérieur de la licence pro et qui ont fait un atelier ici à Paris 3 sur la question de la ressource par rapport à ce que dit Robert Lepage dans un de ses livres, où il dit qu'il ne voulait pas travailler sur des thèmes, mais qu'il voulait travailler sur des ressources. C'est très intéressant comme point d'entrée. Quand on ne travaille pas sur un texte, etc., il dit, je travaille sur une ressource. Il dit, si je travaille sur un thème, ça divise tout de suite les gens, dire les thèmes, etc. Mais ils disent, bon, on prend une ressource. Alors là, elles ont pris, par exemple, le papier. La ressource, c'est le papier. Mais elles font tout un travail avec les gens. Qu'est-ce que ça vous dit, le papier? Et ça amène très, très loin. Il y a les papiers administratifs, il y a les papiers, toutes les formes de papier, le brouillon, etc. Et ça amène à investir, en fait, des tas de thèmes auxquels on ne s'attendait pas. Et très sur l'intime. Oui, il me reste un quart d'heure. Oui, voilà. Et puis, voilà, j'ai sur les ateliers à partir de témoignages. Et puis, j'ai donné aussi la parole à Rebecca Chaillon,
vous connaissez peut-être, qui joue Carte Noire, et puis aussi un spectacle pour adolescents que je vous conseille d'aller voir, qui s'appelle Vomi. Vomir que faillir. Voilà, plutôt Vomir Oui, que il joue faillir. au fil de l'eau à Pantin vendredi. Et il joue Carte Noire, encore c'est le complet à Malakoff. À Jacques Brel. Ah, Voilà. je pensais que c'était au théâtre au fil de l'eau. Non, je pense que c'est Jacques Brel. D'accord. Et En tout cas, apprends. voilà, et elle fait des ateliers. Alors, la spécificité de Rebecca Chaillon, c'est que, enfin, elle fait des ateliers sur des choses a priori avec lesquelles je ne serais pas d'accord. Elle fait des trucs sur l'intime, etc. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle met en branle tout ce qu'elle a appris au CMEA sur les techniques d'animation de groupe. Et c'est hyper intéressant et hyper cadré. Donc, Parce qu'elle vient, elle a fait, elle a bossé, enfin, elle a travaillé avec vous, non, Rebecca Chaillon? moi, elle a travaillé dans ma compagnie Oui, c'est pendant ça, 12 ans, ouais, ouais. ouais, Ouais. Et puis, voilà, des créations collectives, etc. Et puis, je termine par l'atelier des ateliers, c'est-à-dire les rencontres d'ateliers. Voilà. Alors, bon, Éléonore. alors, Éléonore. Un quart d'heure. Alors, Éléonore, quand même, non. C'est ça. Est-ce que vous pouvez, on va lire une partie de ton texte qui était là. Ça fera le lien avec. Voilà, prenez ça. On va faire une lecture tournante. Je ne sais pas combien on est ce soir, mais on va faire une lecture tournante comme on a l'habitude de faire pour découvrir un texte. C'est marrant, mon fils s'appelle Anthony, sur Anne Joshua. Tu trouves ça normal? Voilà. Faites vite passer. Vite, vite, vite. Bon, on peut rester un peu plus. Enfin, Oui, non, mais ça. En fait, on peut descendre à 55. Oui, d'accord. Oui. C'est l'étable. Il faudrait juste qu'on mette. Bon. Donc on va procéder à une lecture tournante, comme on a l'habitude de faire quand on découvre les textes. Donc chacun lit une phrase. Enfin, on vous dira de quoi ça parle. Armel, tu commences? Alors, chacun son tour, voilà. Une phrase ou réplique? Une réplique, pardon. Au bout d'un moment, je dis, on ne peut pas rester là. On va se faire dévorer par une bête sauvage. Poussez, indique-nous un chemin. Comment veux-tu? Les routes dégoulinent de tous les côtés. Ici, la lune nous éclaire. Les branches sont tordues comme des queues de cochon. Ça nous laisse un passage et elles nous protégeront des bêtes sauvages. Allons-y. On marche en file indienne, tête baissée, comme des enfants abandonnés. Petit à petit, la neige nous enveloppe d'un silence de mort. La peur au ventre, nous continuons à avancer avec nos petits corps gelés. J'ai froid, je veux rentrer à la maison. Je dis à Justin, on est des enfants abandonnés, on n'a plus de maison. Une petite larme se forme dans le coin de son œil. Je lui dis, on va peut-être trouver une autre famille, marche. Je nous imagine dans un grand lit de neige, avec des coussins tout blancs, endormis pour l'éternité. Au-dessus de nos têtes, une nuée de fées nous font du bouche à bouche pour nous réveiller. Galou ne tiendra pas, il faut le porter. Attends, je vais t'aider. Je retire mon écharpe rouge pour la mettre autour du cou-maillé de mon frère Galou. Les flocons dansent sous nos yeux cernés. Ceux de Galou fixent le ciel, comme s'il plongeait dans un trou infini. Passez-moi Galou, c'est à moi de le porter. Au milieu des branches queues de cochon, Poussé ressemble à une fourmi, et Galou a l'air d'un scarabée mort sur son dos. À un moment, je dis à mes frères, j'ai comme une sorte de tourbillon dans la tête. Il faut que je m'arrête un peu. Assieds-toi sur ce bout de rocher. En regardant Pierre, je me demande s'il va tenir le coup lui aussi. Je mets mon ours sur un petit talus de neige. Les flocons dansent autour de sa tête, de pas grave. L'ours nous regarde un par un. On se rend compte qu'il ne peut rien faire. Quand je lève ma tête, le tourbillon s'accélère. Les flocons me donnent le vertige. Plus je les regarde, plus je m'enfonce dans le sol. Le noir. Je ne vois que du noir et des tout petits points blancs qui m'attaquent. Ils piquent mes joues de glace. Je ne sens plus les doigts de mes mains, ni mes pieds. Es-tu prêt à repartir, Antonin? Je vais me mettre devant toi. Mon ours me dit que Galou va peut-être mourir. Il me fait peur. Sur mes bras, j'ai la peau comme du poulet.
Je me mets devant mon frère Antonin pour qu'il marche dans les traces de mes pas. C'est plus facile quand les pieds ne s'enfoncent pas dans la neige. Son pantalon est mouillé jusqu'aux genoux. Un écureuil traverse la route de neige que nous empruntons. Il plonge dans le manteau blanc et continue sa route dans l'obscurité. Voilà. Donc je vous dis absolument bravo parce que j'ai choisi le texte et vous avez vu que j'ai numéroté les répliques. Ouais. Bah, ça correspond exactement au nombre de gens qu'on est ce soir. Donc c'est très fort, Éléonore. Elle l'a écrit pour vous. Voilà, voilà, exactement. Voilà, de quoi ça parle? Comme ça, de quoi ça parle? Vous le dites, un tout petit peu, voilà. C'est le petit poussé, qu'est-ce qui leur arrive, oui? Avec ses frères, dans la forêt. Dans la forêt. Eh oui. Voilà, d'accord. Et qui vont peut-être mourir de froid. Et qui vont peut-être mourir de faim. De froid. De froid. De froid. Et on a aussi toute la forêt autour qui imaginait comme un cauchemar, comme un univers un peu unique. D'accord. Bien. C'est ça, Éléonore? Oui, voilà. D'accord. J'ai eu le plaisir de voir ça mis en scène dans le Work in Progress de la scène aux ados avec une 30 élèves d'une classe de Molenbeek en Belgique. Ah oui. Et avec, c'était très étonnant. Ils ont pris, enfin, ils jouaient en chœur. Tout le monde sur scène. C'était très étonnant. Et ils avaient une force incroyable. Bon, alors, Éléonore, dis-nous. Ah oui, d'accord. Alors, dis-nous un peu ce qui te préoccupe. Tu as 5 minutes. Ouais. Bon, c'est large. Ben, je te disais que voilà, je vais faire un atelier avec une classe de CM2. L'idée, c'était, en fait, moi à la base, j'ai proposé de faire un atelier de lecture et d'écriture de théâtre. Voilà, sans savoir comment j'allais articuler les choses. Après, la maîtresse m'a dit qu'elle travaillait sur le thème de la guerre. Donc, j'ai pensé au texte de Danis, le conte de Pierre et la peau d'image. J'ai pas beaucoup de séances, hein. J'ai entre 4 et 6 séances, enfin, je pense que j'en aurai 6, d'1h20. Donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de temps. Et alors, je te disais que la question que je me posais, c'est est-ce que je fais pendant la séance une partie lecture, une partie écriture, ou est-ce qu'on fait trois séances de lecture, 3 séances d'écriture. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je me suis dit, est-ce que je fais une sorte de médecé? On goûte un peu de plusieurs choses. Parce que tu parlais des inducteurs, enfin pour l'écriture, je me suis dit, voilà, c'est pas évident que les enfants d'écrire, il faut que ce soit. Ils ont quel âge? Pardon. Et écrire sur la guerre. Oui. Oui, on va poser des questions. Excuse-moi, il ne faut pas que ce soit trop fermé parce que sinon pour eux ça va être. Il ne faut pas qu'il y ait trop de contraintes. En plus, moi je suis professeure des écoles, donc j'ai quand même regardé les programmes, machin. Je vois les activités décrochées que la maîtresse peut faire et tout ça. Mais je me dis, bah, alors, moi il faut que je reste dans mon rôle de théâtre et d'être là en fait pour éprouver le texte, le dire, l'entendre. En plus d'Anis, il y a vraiment un côté. Poésie, où tu peux te laisser aller juste à la beauté du texte, tu comprends pas forcément tout, mais il y a un côté très... Oral. Oui, il y a un côté qu'il faut éprouver, quoi, comme de la musique, comme de la poésie, qu'il faut... voilà. Après, j'ai aucune idée de... Enfin, je me dis, est-ce qu'ils vont être réceptifs à ça ou pas? Ce qui est super bien, c'est que quand même dans ce texte, il y a les 2 diseurs, là, il y a les 2 personnages principaux, les diseurs, et il y a un cœur d'enfant. Donc le cœur d'enfant, c'est vachement chouette, parce que parfois, il y a des personnages qui se distinguent, qui parlent seuls, parfois ils doivent parler ensemble. Parfois c'est juste des sons, ils font le son du bruit du vent, ou alors ils consolent par des O, des A, tandis qu'il y en a un qui parle, donc il y a quelque chose de très musical, quoi, en fait. Donc déjà, cette partie-là, je ne sais pas encore comment je vais l'organiser. J'ai pensé soit faire des groupes, et faire travailler en îlot, par groupe, lire le texte, se dispatcher les rôles, voir ce qu'ils comprennent entre eux, écrire ce qu'ils comprennent de la situation,
et leur demander du coup, de faire une lecture devant les autres et après de parler, et après on parle de quoi ça parle. Parce que je me dis, j'aimerais bien que effectivement ce soit pas, c'est pas moi, je vais pas les mettre en scène, c'est pas ça l'idée, quoi. Et qu'il y ait une interaction entre eux, un travail de recherche entre eux sur le texte, et après une proposition. Voilà. Et pour l'écriture, le thème de la guerre c'est très enfermant, donc c'est vrai qu'ils ont fait des sorties, donc ils travaillent sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais le thème de la guerre en fait ça peut être très large. Parler de la guerre sans cibler sur la Seconde Guerre mondiale. Et je m'étais dit que je leur ferais faire d'abord des exercices de, je ne sais pas si tu connais l'exercice du soleil en écriture. Non. En fait, ils vont tirer, ils proposent des lieux, des objets, etc. On tire un lieu et puis deux objets. Et ensuite, on se pose des questions sur, par exemple, si on a tiré une gare, on va se demander quelle gare, où est-ce qu'elle est cette gare, est-ce que c'est une gare de province, la gare une gare des affectés. Et on fait un soleil, comme ça, on décline. L'objet, pareil, si on a une paire de lunettes, qu'est-ce que c'est? Une paire de lunettes de vue, de soleil, une paire de lunettes cassées, on décline. Deuxième objet, pareil. Et comme ça, pour eux, ça ouvre. Ils choisissent un personnage dans une gare désaffectée avec des lunettes de star. Bon, pourquoi il est là? C'est un processus de créativité. Exactement. Voilà. Et là, peut-être, on peut rajouter, et c'est la guerre. Mais il y a quand même le champ possible qui a été ouvert. Je ne les ai pas enfermés direct dans... voilà. Et donc, la question que tu te poses, c'est que tu nous poses. Est-ce que, parce que je me suis dit, est-ce que lire Danis avant, ça va les écraser sous le poids de Danis et ils n'ont jamais osé écrire? Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire l'inverse et d'abord les faire écrire et ensuite lire Danis? Est-ce que, mais je me dis en même temps, moi ça m'a fait un peu l'inverse. Quand j'ai lu Danis, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Je me suis dit, c'est possible d'écrire comme ça. Ok. Et je me dis, voilà, que ça montre aussi un... Pour moi, c'est intéressant qu'ils éprouvent le texte, qu'ils le découvrent comme ça, de manière totalement brute, et qu'ils le comprennent petit à petit. C'est-à-dire que le schéma narratif, le canevas qu'ils proposent, en fait, c'est un récit voyage, quoi. On l'écrive petit à petit, et qu'on en parle après. Tiens, comment il a construit son truc, en fait. Ok, d'accord. Et l'histoire du cœur, ça vient du théâtre grec. Enfin, tout ça, ça a une structure, en fait. Et il n'a pas fait n'importe quoi, il y a quelque chose de très construit. Mais ça, on va le faire en chemin. Ok. Vous pouvez poser des questions à Léonore sur son projet. Oui, moi, des questions, hein. Oui, après, vous pourrez lui renvoyer, voilà, en fonction de ces questions, des propositions. Hein, ou des propositions de ce que vous aimez dans son projet. Donc le cadre, en tout cas la commande, c'est vraiment travailler autour de la guerre avec cette classe. Non mais encore, ouais. Encore. Et alors, la maîtresse, en fait, elle veut juste, elle avait commencé à faire du théâtre. D'accord. Voilà, mais elle avait fait, Molière. Et donc c'était juste de poursuivre son travail de théâtre et ça m'intéressait de travailler sur le thème de la guerre. D'accord, donc il n'y a pas forcément de demande d'écriture de sa part, etc. Ce qui est T'as bien, c'est qu'il libre n'y a pas de champ. demande. Mais en même temps, on se voit demain, ça se trouve, demain, elle va me dire, j'aimerais bien un spectacle de fin d'année. Mais oui, on n'était pas parti là-dessus. D'autres questions? Ici. Justement, oui. Sur ça, oui, ce que tu sembles... Enfin, je trouve ça super, ce projet. Mais tu sembles dire que ça vient vraiment de la maîtresse, et pas forcément ni des programmes, ni des élèves, le thème de la guerre. Je trouve ça un peu costaud... mais après, je me rappelle que j'avais essayé, moi, avec une classe de 6e, de partir aussi sur... parce que la comédienne était venue avec un texte, je crois, les os qui craquent de Lego, ou je sais plus quoi. Ah oui, sur la guerre. on avait commencé, et moi, j'avais trouvé ça beaucoup trop dur. Et du coup, on était parti sur Ma famille de Liscano, où c'est sous un côté apparemment léger, et ça parle quand même de... Mais un texte beaucoup plus simple, mais parce que j'avais trouvé ça dur de travailler sur la guerre. Je me suis posé la question parce qu'il y a aussi le texte de Jean-Claude Lambert, Ikeox, qui est beaucoup plus, pour le coup, parle de la guerre, mais c'est beaucoup plus, voilà, il y a le peuple du soleil, le peuple de la rivière, il y a la scène d'entrée avec les deux chefs qui ne sont pas d'accord, puis après les deux enfants qui vont se rencontrer et vivre un terrible ensemble. C'est beaucoup plus facile que Danis. Ouais. C'est pour ça que j'hésitais entre... mais en même temps, pour moi, Danis, c'est très au-dessus quand même, dans ce qu'ils peuvent éprouver et aimer du théâtre.
Mais peut-être que je me trompe totalement. Et peut-être que ça serait plus sage de travailler sur les quais aussi. Il y a Ekeops, c'est bon, je connais, mais l'autre, c'est quoi? C'est Danis. Le pont de pierre et la peau d'image de Daniel Danis, un Québécois. On va faire un petit poulet, hein. On va faire des retours. On va faire un petit poulet. Pardon? Un petit poulet. Je me souviens que quand on avait eu une rencontre avec Jean-Pierre Ringuert à Bâti, il avait évoqué la difficulté par rapport au texte de théâtre, et il avait évoqué une expérience qu'il faisait pour faire écrire par rapport à un texte qu'il voulait, c'est qu'il donnait les 2 premières répliques de la pièce et il demandait de continuer en fait, ce qui permettait d'être, ce qu'il expliquait sans avoir donné avant, mais juste savoir ce que ça donnait en fait. Il fallait que ce soit des débuts de pièces, il disait assez fort quand il parlait par exemple de Beckett ou même du médecin malgré lui qui commence par non, je te dis que, et que ça pouvait emmener sur une liberté, et en même temps on se rendait compte que, lui c'est ce qu'il expliquait, que finalement les élèves finissaient par imiter l'écriture sans la connaître. Donc c'est ce qu'il avait je sais que c'était à une époque où il avait cette réflexion. Alors, ce que je vous propose, c'est Léonore a posé ce problème, etc. On peut continuer à poser des questions, mais je vous propose de faire un petit poulet. Ça vous rappelle quelque chose, un petit poulet? Oui, les anciennes licences pro. Anciennes licences pro, voilà, vous prenez un petit papier. Vous prenez un petit papier et puis vous marquez sur ce papier pour Léonore et il les aura, parce que si on fait des retours tous ensemble, on en a pour quand même un bon quart d'heure. Vous marquez sur le petit papier quelque chose que vous aimez bien dans son projet. Dire j'aime beaucoup ça pour qu'elle se repère bien aussi dans ce qu'elle a énoncé. Et en fonction des questions qu'elle se pose, faire une proposition en disant « Et si tu faisais ça ?» Le si magique est très bien. Donc vous avez 1 minute pour écrire ça. Puis Léonore, elle repart avec ses petits bagages. Non, c'est le truc avec les lunettes et tout. Oui, les soleils. Les 2 soleils. Tu veux écrire Un morceau de texte de Sanche de Maillard. Ça me suffit. Les soleils. Ok. Non, c'était stylé. Non, mais c'est voilà, vous marquez. C'est des choses que vous trouvez comme point fort et puis que vous pointez comme proposition ou comme question. Hein, ça peut être aussi une On aura le temps pour 2 questions. Il est moins le quart. Oui. Oui. Hein? Oui. Alors, 2 questions. Alors, oui. Juste une question, j'ai plein de conduire qui est en bas. Il faut que j'aille le chercher maintenant. Le quoi? Non, ils attendent que tout le monde sorte, c'est ça. D'accord, oui. On va répondre. Donc vous pouvez faire passer votre petit poulet à Éléonore. Et Pourquoi ça s'appelle un poulet? ça s'appelait un poulet parce que c'était au moment de la cour, dans l'ancien régime, etc. Quand il y avait des grandes tables, tu ne pouvais pas parler à quelqu'un. Donc si par exemple, moi j'étais ici à la table, par exemple je voulais passer un mot à Victor, et on pouvait écrire un poulet et on le faisait passer. Mais ça ne dit pas pourquoi ça s'appelle un poulet. C'est certainement les poulets courts. C'était des billets doux. Oui, c'est des billets doux. Secret, plus ou moins secret. Oui, mais je ne sais pas pourquoi c'est référence au poulet. Mais enfin bon. Ouais, j'ai lu Pardon pourquoi faudrait que Poulette, du coup, si c'est l'amour. Ouais.
C'est un peu trivial, ouais. C'est au 18e, Voilà. c'est très musical. Un poulet, Il y a ça un, compte plus vite. un petit côté libertin. Oui, c'est très... Bon, alors, il y a le temps d'une question. Vous pouvez passer à là-bas, hein, vous pouvez passer à l'honneur, vous la faites passer. Si, par rapport à ce que j'ai développé, est-ce qu'il y a une ou deux questions, j'y répondrai le plus vite possible. Il nous reste 5 minutes. Moi, j'avais envie de poser une question, mais ça prend pas 5 minutes, ça prend beaucoup plus. C'est-à-dire que quand tu as parlé de l'éveil de la créativité, j'étais très fasciné par ce que tu as dit. Et j'aurais bien aimé avoir des exemples. Un cycle de conférences. Hein? On va organiser un cycle de conférences, du coup. Ah oui, bah oui. Bah, il de la prochaine journée d'études. Bah non, c'est-à-dire que après ça, quand tu as parlé des profs d'art plastique, oui. L'image était très claire, mais bon. Et ce qu'a dit aussi Éléonore sur le soleil. Le soleil, voilà, c'est un bon exemple. Oui, c'est un bon exemple. C'est-à-dire, c'est toujours, et on peut, enfin, ce qui est fabuleux dans les procédures de créativité, c'est quand on dit, le premier principe, c'est que c'est une création en soi, parce que tu es obligé de réfléchir à la question que te pose un texte, etc., et de dire quels sont les éléments que je vais prendre pour y répondre. Et c'est en fonction aussi de là où tu es, en fonction des éléments que tu as sous la main, et que tu peux faire ça. Même pour la réception d'un spectacle, tu donnes un bout de carton et au lieu d'en parler, que les élèves chacun fasse un truc avec un matériau. Ça marche des fois mieux que le fait d'en faire parler. Chaque fois qu'on a un moyen comme ça. Éléonore, je pense que tu es la seule ici des anciens licences pro qui a été élève de Daniel Émailleux. Est-ce que je me trompe? Non, je ne me trompe pas. Effectivement, Daniel travaillait beaucoup sur des exercices de ce type, non? De aller piocher dans des... Alors, une fois, il m'avait donné une photo, je me suis posé la question aussi de la photo. C'est pas mal de faire parler du personnage, qui sont-ils? Où sont-ils? Pourquoi sont-ils là? On avait pensé à la BD aussi. Mais il faisait aussi des jeux avec des contraintes de mots pris au hasard dans les bouquins, non? Oui. Il ouvrait comme ça, oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Je pense qu'on est obligé d'applaudir. Oui. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous d'être venus. Voilà. Et sur la créativité, bah oui, mais j'avais commencé les dernières quand on a travaillé sur quand on a travaillé sur Brecht. Voilà. Bah oui, parce qu'on peut prendre n'importe quel texte et n'importe quel objet et se poser ensemble la question de la préparation de créativité qu'on ferait. Et qu'est-ce que nous donne le texte? C'est un travail jamais fini, c'est ça qui est génial. C'est elle vitam aeternam. Tout à fait. Bon, eh ben écoutez, merci à vous. Merci.